Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avions expliqué comment était organisée la gestion collective des risques. Dans cette vidéo, nous allons approfondir ce sujet et nous demander quels sont les avantages et les inconvénients d'une gestion collective des risques, notamment par rapport à une gestion individuelle. Certains de ces points ont déjà été abordés, mais nous allons approfondir cette réflexion. Nous allons commencer par décrire les avantages de la gestion collective des risques, en abordant notamment le fait qu'une gestion collective permet une meilleure protection contre le risque. C'est le point qu'on avait déjà abordé dans la vidéo précédente. Certains risques sont mieux gérés s'ils sont gérés de façon collective, parce que notamment les stratégies de prévention sont mieux mises en place à un niveau collectif. Donc j'avais évoqué le cas des accidents du travail, des accidents industriels, où c'est à l'entreprise de mettre en place des procédures pour limiter le risque de ces accidents. Mais j'avais aussi évoqué le fait que la mutualisation des ressources pour se protéger contre un risque permet d'assurer une meilleure protection, puisque lorsque vous êtes confronté à ce risque, vous avez accès à plus de ressources par rapport à la situation où vous auriez simplement mis de vous-même de l'argent de côté. Avoir ainsi une meilleure protection contre le risque se traduit concrètement par une amélioration de l'espérance de vie, une baisse des accidents du travail, une baisse de la pauvreté, ce qui est source de façon collective de bien-être, de progrès social et aussi de croissance économique, puisque évidemment lorsque les travailleurs et les travailleuses sont en meilleure santé, ont moins de risques d'avoir des accidents, ils sont nécessairement plus efficaces, participent à la croissance économique. Mais la protection contre les risques et la gestion collective des risques peut aussi être source de croissance économique à travers un autre facteur, le fait qu'une gestion collective des risques favorise l'innovation et la prise de risque. Lorsque vous savez que vous aurez un filet de sécurité, que vous n'aurez pas de conséquences trop négatives, trop importantes si jamais votre projet n'aboutit pas, vous aurez plus de facilité à vous lancer dans un projet innovant mais risqué. Et ces innovations permettent justement d'avoir de la croissance économique. Donc, avoir une gestion collective des risques qui fournit un filet de sécurité et une meilleure protection contre le risque favorise l'innovation, puisque les individus innovants savent qu'ils n'auront pas à assumer totalement les conséquences négatives si jamais leur projet n'aboutit pas. Et ils peuvent se concentrer plus sur les conséquences positives et la réalisation de leur activité. Cependant, sinon cette vidéo aurait assez peu d'intérêt et il n'y aurait pas l'intérêt de faire une partie sur les avantages et les inconvénients. La gestion collective des risques présente aussi des limites. Ces limites sont notamment liées aux asymétries d'information entre les assurés et les assureurs. Donc une asymétrie d'information, on l'avait déjà vu dans un chapitre précédent, c'est la situation où l'un des acteurs dispose d'informations que l'autre acteur n'a pas. Donc je l'ai déjà dit à ce moment-là et je le répète, une asymétrie d'information, on fait référence à une situation de marché. Donc les deux acteurs auxquels je parle, c'est l'offre d'un côté et la demande de l'autre. On n'est pas dans une situation d'asymétrie d'information, pas en tout cas au sens où on entend en économie, lorsque par exemple une entreprise a accès à une information à laquelle une autre entreprise concurrente n'aurait pas accès. Dans le cas de l'assurance, l'asymétrie d'information se fait au bénéfice des assurés, donc de la demande du contrat d'assurance. Les assurés sont mieux, on considère que les assurés sont mieux au courant que les assureurs de leur niveau de risque, notamment en fonction de leur comportement. Évidemment, cette information reste imparfaite, mais les personnes assurées savent mieux que les personnes qui les assurent quels sont leurs comportements et quels risques ils prennent. Donc, ils savent mieux si jamais ils risquent de coûter cher. Une fois qu'ils ont contracté un contrat d'assurance, le premier problème qu'on risque d'avoir, c'est un problème d'aléa moral. L'aléa moral, c'est une notion en économie. La définition qu'on peut donner de l'aléa moral est la suivante.
L'aléa moral est la situation où le fait d'être protégé contre un risque modifie le comportement d'un individu. Donc, la situation où le fait d'être protégé contre un risque modifie le comportement d'un individu. J'irai même un peu plus loin et je serai un peu plus précis. Ça modifie le comportement de façon négative. Ça incite les individus à prendre plus de risques. On retrouve finalement l'idée que j'avais évoquée plus tôt du fait que la protection contre le risque favorise la prise de risque. Là, on tombe, donc j'avais dit que c'était plutôt un point de vue, un aspect positif de la gestion collective des risques, parce que ces risques peuvent être payants pour les collectivités, pas d'ailleurs simplement pour les personnes qui les prennent. On tombe dans la situation d'aléa moral lorsque les risques qui sont pris sont trop importants et peuvent aussi du coup avoir des conséquences négatives importantes sur la collectivité. Donc finalement, il y a une continuité entre ces deux points-là, c'est surtout une question de degré. À quel point est-ce que la prise de risque devient trop importante? Si elle devient trop importante, on est dans une situation d'aléa moral. Donc ça peut être le cas justement si vous avez une assurance santé, vous savez que vos dépenses de santé vont être prises en charge. Donc vous faites moins attention à votre comportement, à votre alimentation, à vos activités sportives, etc. Ce qui va avoir des conséquences négatives sur votre santé, mais vous dites c'est pas grave, de toute façon j'aurais pas besoin de payer pour mes soins. Ça peut se retrouver évidemment dans d'autres activités, par exemple dans le domaine de la finance, savoir que on va être protégé, que éventuellement par exemple pour une banque, la banque centrale va intervenir pour nous empêcher de faire faillite, nous peut inciter les banques à prendre plus de risques jusqu'à déboucher sur une crise financière. À noter cependant, et c'est pour ça que j'ai quand même gardé une définition assez large de l'aléa moral, que j'ai simplement dit que ça modifiait le comportement. L'aléa moral peut aussi être lié au fait que des personnes qui ont une assurance santé, une assurance maladie, vont plus souvent voir des médecins. Donc là, il ne s'agit pas d'une prise de risque excessive, généralement c'est ce qu'on entend par aléa moral, mais dans cette perspective, c'est vous allez plus souvent voir un médecin, mais on retrouve la même idée finalement que vous coûtez plus cher, vous avez des dépenses de soins plus importantes, pas parce que vous avez pris plus de risques, mais parce que vous allez voir plus souvent le médecin. Et donc ça, c'est parce que vous savez que de toute façon, vous n'aurez pas à payer à chaque fois que vous allez voir le médecin. Donc là, on a un problème pour les personnes qui sont responsables de l'assurance, puisque ces personnes risquent de se retrouver confrontées à des dépenses plus importantes que prévues, notamment quand elles regardaient les dépenses sans assurance. Un moyen pour les personnes responsables de l'assurance de réagir peut provoquer un autre problème qui est celui de la sélection adverse. Je vais d'abord définir ce qu'est la sélection adverse, qui est une autre notion d'économie. Donc la sélection adverse désigne la situation où un changement du prix ne laisse sur le marché que les acteurs que l'on voulait éviter. Donc la situation où un changement du prix ne laisse sur le marché que les acteurs que l'on voulait éviter. Cette notion de sélection adverse, elle peut aussi être appelée sélection inverse ou anti-sélection. Elle vient de l'anglais adverse selection. Ça a été traduit au départ littéralement par sélection adverse, mais vous pouvez retrouver d'autres termes qui désignent la même idée. Je vais l'expliquer un peu plus en détail. Donc j'avais dit, avec propos de l'aléa moral, que les aléas morales pouvaient conduire les personnes responsables de l'assurance à devoir faire face à des dépenses plus importantes que ce qu'elles avaient prévu. Une réaction possible, et tout à fait compréhensible et rationnelle, c'est d'augmenter le prix des contrats d'assurance. Si vous devez faire face à des dépenses plus importantes, vous augmentez le prix de vos contrats d'assurance. Sauf que si vous augmentez trop le prix de ces contrats d'assurance, une partie des acteurs qui sont assurés vont décider de ne pas payer et vont considérer que c'est trop cher. Ces personnes qui vont considérer que c'est trop cher pour elles de payer ce contrat d'assurance à ce tarif-là, ce sont en principe les personnes qui sont avec le niveau de risque le plus faible.
puisque lorsque votre niveau de risque est le plus faible, vous savez que vous aurez peu besoin d'une assurance, et donc lorsque cette assurance vous coûte trop cher, vous vous dites finalement c'est plus rentable de me protéger de façon individuelle contre les risques que d'avoir une solution collective de gestion du risque comme une assurance. Donc plus vous augmentez le prix, plus vous écartez les personnes qui ont le moins de niveau de risque et qui sont associées aux dépenses de santé les plus faibles. Par conséquent, restent assurées uniquement les personnes qui ont un niveau de risque plus important et qui donc sont associées à des dépenses plus importantes. Donc ça veut dire que puisqu'on a enlevé les personnes où les dépenses de santé étaient plus faibles, la moyenne des dépenses de santé par rapport au nombre d'assurés, elle va augmenter, puisqu'on a des personnes avec un niveau de risque plus important. Donc vous vouliez vous protéger justement contre les personnes qui prenaient plus de risques, qui vous représentaient plus de dépenses, et en essayant de vous protéger contre ces personnes, en augmentant le prix, vous avez au contraire une plus grande concentration de ces personnes, vous avez au contraire fait partir les personnes qui avaient un niveau de risque plus faible que vous auriez plutôt voulu garder, et vous vous retrouvez avec des dépenses de santé en moyenne plus importantes. Voilà pourquoi on parle de sélection adverse. Vous essayez de vous protéger contre une augmentation des dépenses de santé, de santé par exemple, parce que évidemment ça peut se retrouver pour n'importe quel autre type d'assurance, pour assurance auto par exemple. Vous cherchez à vous protéger contre une augmentation des dépenses et vous provoquez au contraire une augmentation de ces dépenses plus importante que ce contre quoi vous vouliez vous protéger. À noter sur ce point que, donc là j'ai bien insisté en quoi est-ce que la sélection adverse en combinaison finalement avec l'aléa moral conduisait à une détérioration de la situation pour les personnes responsables de l'assurance, pour le système d'assurance dans son ensemble. Il faut aussi noter que c'est aussi des conséquences négatives pour les personnes qui sont assurées ou qui pourraient être assurées, surtout puisque là vous avez des personnes qui au départ étaient assurées et qui ont décidé de ne plus être assurées parce que ça leur coûtait trop cher. Donc si le prix n'avait pas bougé, ces personnes seraient assurées et auraient donc une meilleure protection contre les risques. Même pour les personnes qui sont encore assurées, puisque le contrat d'assurance a coûté plus cher, c'est une plus grande captation de leur pouvoir d'achat. Donc on voit bien, à travers cette présentation, que la gestion collective des risques présente des avantages, mais qu'elle peut être source aussi d'inconvénients, notamment parce que les personnes qui sont assurées peuvent changer leur comportement du fait qu'elles sont assurées et que cela peut avoir des conséquences en chaîne négatives.